Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente du Front National. Vous connaissez le principe de l'émission. On est ensemble jusqu'à 20h. Je vais d'abord vous interroger sur l'actualité politique et l'actualité chargée notamment au sein du Front National, puisque vendredi, votre père Jean-Marie Le Pen a voulu placer devant les tribunaux la relation qui le lie au Front National. Et puis il y a cette refonte des statuts qui est en cours. Et puis on parlera bien sûr aussi des régionales, des migrants. C'est ensuite Emmanuel Le Chypre qui viendra vous interroger pour Question d'écho. Emmanuel Le Chypre qui était éditorialiste à BFM Business, où vous pouvez nous suivre en direct côté radio et nous réécouter en intégralité côté télé à 22h ce soir. C'est ensuite Jérôme Béglé, qui est directeur adjoint de la rédaction du Point, qui viendra en quelque sorte tirer votre portrait et voir notamment vos éventuelles contradictions. Et puis dans la deuxième heure, c'est Jean-Marie Le Guen qui viendra représenter le gouvernement face à vous pour le face-à-face. Mais je voudrais qu'on commence sur cette question des migrants. C'est le dernier épisode des vagues quotidiennes de migrants. Cette nuit, il y a une bonne centaine de migrants qui se sont amassés et qui ont dormi sur les rochers à la frontière entre l'Italie et la France, à Vintimille. Ils refusent de bouger, ils menacent même de se jeter dans la mer si les gendarmes s'approchent d'eux. Je voudrais qu'on écoute un témoignage qui a été recueilli par BFM TV ce matin. Il s'appelle Diagui et il est originaire de Guinée-Conakry. En France, à Lille, à la famille, beaucoup. Moi, je suis francophone, c'est Guinée-Conakry. Ah non, moi, je vais tenter force, je vais rentrer de France. Moi, j'ai tenté force, je vais rentrer de France. Parce que moi, c'est mon pays, France. C'est mon pays, France. C'est francophone. Pourquoi pas c'est francophone, c'est pas France, refuser les France. C'est pas bon. Je veux rentrer en France, c'est mon pays, la France. Qu'est-ce qu'on fait ? On lui dit que non, son pays, c'est pas la France. La France est le pays des Français. Et par conséquent, les Français ont le droit d'exiger que d'abord soit respectée leur volonté. Je crois qu'ils l'ont exprimé au travers des études d'opinion à plusieurs reprises, au travers seulement des études d'opinion, puisqu'on ne leur pose jamais la question, et notamment, il ne viendrait pas à l'esprit ni de l'UMP qui a gouverné, ni du PS qui gouverne aujourd'hui, d'effectuer sur le sujet de l'immigration un référendum. Vous les le feriez ? Français sont opposés à l'immigration, opposés, et ils sont de plus en plus nombreux à être opposés. Vous feriez ce référendum Je crois que j'ai pas besoin, si je suis élu président de la République, je pense que tout le monde... Votre élection vaudrait référendum sur cette question-là, vous voulez dire ? Oui, je le crois. Je pense que les Français ont le droit d'exiger, encore une fois, que soit respectée leur volonté et d'exiger que soit respecté leur désir de mettre en place des critères. Il ne suffit pas de réclamer de venir en France pour y être accueilli. Ça n'est pas envisageable, ça n'est pas admissible et c'est même fou de pouvoir imaginer l'inverse. À l'instant, Matteo Renzi, lui, dit plutôt l'inverse de vous. Il dit qu'il faut les accueillir. Il a dit même que les 24 000 migrants, qui est le chiffre amené par la Commission européenne, qui demande qu'il y en ait 24 000 qui soient accueillis en Europe, Matteo Renzi, il dit que c'est de la provocation, ça n'est pas suffisant. Il dit que c'est dérisoire par rapport aux 57 000 migrants que l'Italie a accueillis depuis le début de l'année. Oui, mais évidemment, Matteo Renzi, on peut le comprendre. C'est lui qui prend la charge d'être le pays de transit de cette immigration clandestine. Donc il a envie de filer la patate chaude aux voisins, on peut le comprendre. Mais on voit bien qu'on est en train de faire totalement fausse route. Ces problèmes d'immigration clandestine, non seulement durent depuis des années, mais ils s'aggravent année après année. Et en ce moment, ils s'aggravent même mois après mois, jour après jour. Il faut donc changer radicalement de vision sur l'immigration. Donc on fait quoi ? On fait quoi avec ces 57 000 migrants qui sont en Italie, par exemple ? D'abord, on rétablit nos frontières. Je vois que quand ça les arrange quand même, nos gouvernants, ils redécouvrent les bienfaits de la frontière. Là, la frontière entre l'Italie et la France, celle qui empêche ces centaines de migrants d'entrer, on est quand même heureux de pouvoir... Donc vous aimeriez que cette situation de fait, elle soit reconnue tout au long de la frontière ? Suspendre immédiatement Schengen. Immédiatement. Comme d'ailleurs les traités le prévoient. Lorsqu'il existe un danger important, on peut suspendre Schengen et retrouver la maîtrise de nos frontières. Ça ne suffira pas. Il faut aussi lancer un signal à l'ensemble de ces immigrants clandestins. Nous ne voulons pas que vous veniez vous installer chez nous. Nous n'en avons plus les moyens. Alors on va arrêter... Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire pas juste leur dire concrètement, c'est quoi ? Ça veut dire qu'on arrête de les loger. Ça veut dire qu'on arrête l'aide médicale d'État qui coûte 1 milliard d'euros par an. L'idée d'un centre d'accueil à Paris... Et qui est le coût de la santé exclusivement réservé aux clandestins. Je vous signale qu'un certain nombre de pays comme l'Australie font même des campagnes de publicité dans les pays
dont sont originaires les clandestins pour dire ça n'est même pas la peine de tenter le voyage, vous ne trouverez pas de place dans notre pays. Vous citez régulièrement l'exemple de l'Australie, mais en même temps, on voit bien que c'est pas comparable. L'Australie, c'est une île, elle n'a pas franchement de frontières très nettes et des côtes aussi proches. Ça devrait être donc beaucoup plus difficile pour l'Australie d'empêcher les immigrants clandestins d'entrer que pour la France. Non, le problème, c'est que c'est une question de volonté. Or, nos gouvernants sont velléitaires sur ce sujet. C'est vrai des socialistes, honnêtement, c'était vrai de Nicolas Sarkozy. Il a eu exactement les mêmes chiffres d'immigration clandestine. Le centre d'accueil, qui est évoqué notamment par Anne Hidalgo, qui dit qu'il faudrait qu'il y ait un centre d'accueil des migrants à Paris, après les épisodes de cette semaine où des migrants ont été bougés d'un point à un autre dans Paris. Un jour sans fin, un jour sans fin. On a l'impression d'être revenu des années en arrière avec le démantèlement de Sangatte. Et on avait vu Nicolas Sarkozy arriver avec les caméras, etc., les coups de menton. Vous allez voir ce que vous allez voir. Bah oui, on a vu qu'en réalité, en supprimant d'ailleurs C'est du bluff ? Mais c'est du bluff, c'est de la communication. Le problème, c'est que nos gouvernants ne font plus de la politique pour les Français, ils font de la politique pour les médias. Et ça, c'est meurtrier parce que pendant ce temps-là, l'ensemble des problèmes s'aggravent. Et ça n'est pas en changeant les mots, car j'ai vu que, comme l'État islamique devenu Daesh, à la demande du gouvernement, aujourd'hui, on ne parle plus d'immigrés clandestins, on parle de migrants. Je pense que c'est probablement pour essayer de noyer le poisson. Non, donc vous estimez que ce ne sont pas des migrants qu'il faut les appeler ? Ce sont des immigrés clandestins. C'est-à-dire, ce sont des gens qui viennent sur notre territoire, je peux les comprendre et je leur en veux pas, mais qui viennent sur notre territoire en sachant pertinemment qu'ils violent la loi française en venant. Il faut donc lancer un signal très clair. Or, le signal que nous lançons est tout à fait confus. On les envoie d'un coin à un autre et en même temps, on ne cesse de dire qu'il faut être généreux, qu'il faut les accueillir. Mais ce signal-là, évidemment, ils l'entendent. Alors quand on me dit ce sont des réfugiés politiques, non, ça n'est pas vrai. Le statut de réfugié politique, c'est un statut qui est accordé individuellement. Il faut que la personne Mais vous le maintiendriez, ce statut. Oui, mais il faut beaucoup le restreindre, car aujourd'hui, il est une véritable filière d'immigration clandestine. Mais c'est une spécificité française que vous maintiendriez. Mais bien sûr, on ne peut pas considérer, par exemple, que tous ceux qui proviennent d'un pays en guerre ont le droit au statut. Ça n'a aucun sens. Alors accueillons les 2 millions d'habitants du Soudan, accueillons les 6 millions d'habitants de Libye, accueillons les 22,5 millions d'habitants de Syrie. En gros, vous dites, comme Michel Rocard, qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ah oui, le malheur, c'est que derrière ces mots-là, il n'y a eu absolument aucun acte. Puis ce que je dis aussi, c'est qu'il faut changer notre politique internationale. Parce que nous vivons là les conséquences de l'erreur dramatique de Nicolas Sarkozy, soutenu à l'époque par François Hollande, qui a consisté à déstabiliser l'intégralité de la région, mettre la Libye... Il ne fallait pas s'en mêler. La Libye à bas. Il ne fallait pas s'en mêler. Qu'est-ce qu'il fallait faire total. Il ne fallait pas s'en mêler. Et aujourd'hui encore, il ne faut pas s'en mêler. Mais s'en mêler a consisté à mettre au pouvoir les fondamentalistes islamistes. Alors oui, pour le coup, il fallait peut-être pas s'en mêler pour mettre au pouvoir les fondamentalistes islamistes. Se mêler de la Syrie aujourd'hui, ou plutôt refuser de combattre l'État islamique en Syrie aujourd'hui, c'est évidemment lui permettre d'avancer et de qu'on combatte aux côtés de Bachar el-Assad. Mais je pense qu'il aurait fallu, dès le départ, envisager un gouvernement avec les Alaouites et avec ceux qui étaient opposés à l'État islamique. On a fait l'inverse, on a assisté, on a soutenu des rebelles qui étaient des fondamentalistes islamistes. On fait, madame, n'importe quoi. Quand je vous dis n'importe quoi, regardez que nous sommes aujourd'hui... Non, mais la France est aujourd'hui associée à Al-Nosra, c'est-à-dire à Al-Qaïda. Donc nous nous associons à Al-Qaïda, à une branche d'Al-Qaïda, pour lutter contre l'État islamique. On va arrêter ça, à un moment donné, de faire n'importe quoi? Ou on va prendre la responsabilité, peut-être demain, de déclencher une 3e guerre mondiale? Est-ce qu'on est déjà dans la 3e guerre mondiale, comme le dit Christian Estrosi, d'après vous? En tout cas, il y a une guerre internationale qui nous est menée. Ça, c'est une évidence, puisque l'État islamique se diffuse dans un nombre de pays de plus en plus considérable, qu'aujourd'hui, dans les milieux raisonnables, on dit même que l'Arabie saoudite pourrait être demain en danger si la Syrie tombe aux mains de l'État islamique.
Ça n'est pas rien, car derrière l'Arabie saoudite, ce sont des mannes financières qui sont considérables. Alors moi, ce que je propose tout de suite, c'est de tourner le dos à la politique internationale qui a été menée par Sarkozy et par Hollande. C'est de revoir nos alliances et arrêter cette alliance avec le Qatar, dont nous savons pertinemment qu'il finance le fondamentalisme islamiste partout. Et s'allier avec qui, du coup? Partout où il est possible. À la place, on s'allie avec qui? Partout où il est possible de le faire. Je pense qu'il faut agir pour arrêter les financements à l'État islamique, chercher qui fournit les armes, qui achète le pétrole de l'État islamique. Ça, c'est assez facile. Il faut s'appuyer sur des pays qui luttent contre le fondamentalisme islamiste. L'Égypte. Et par exemple, et les Émirats arabes unis. L'Égypte, pourquoi? Parce que c'est la seule puissance qui permettra demain la stabilisation de la Libye. Je suis allé en Égypte. J'ai rencontré le Premier ministre égyptien qui m'a dit plusieurs choses. Nous sommes tombés totalement d'accord. Un, il a évoqué la naïveté des dirigeants occidentaux face à la poussée, à la montée du fondamentalisme, y compris sur nos propres territoires. Et deux, il a réclamé une réaction pour pouvoir prendre la mesure du danger que représente l'État islamique et choisir évidemment les bons interlocuteurs. Retour en France, Marine Le Pen avec les régionales, est-ce que vous serez candidate pour la présidence de la région du Nord? J'ai pris ma décision et je donnerai ma décision très rapidement. Je la réserverai bien entendu aux habitants de la région Picardie, Nord-Pas-de-Calais. Ça fait un peu, voilà, ma décision est prise, mais je ne vous la dis pas, un peu nananaire, je le sais, mais je ne le dis pas, quoi. Non, c'est pas nananaire, c'est que je suis encore maître de mon calendrier, voyez-vous, et je n'entends pas me le faire imposer par quiconque. Ça veut dire que, finalement, si vous ne le dites pas pour l'instant, c'est que vous voulez faire une sorte de mise en scène, quoi. Non, je veux respecter les habitants du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie. Ils nous écoutent ce soir, les habitants du Nord-Pas-de-Calais, entre autres. Je pense que la moindre des choses, c'est de s'adresser à eux. Voilà. Et à eux d'abord. Vous n'hésitez plus? Non, je n'hésite plus, ma décision est prise. J'ai pesé le pour et le contre de chacune des solutions qui m'étaient proposées. Mais pourquoi du coup vous prenez du retard? Quand on voit par exemple votre nièce, Marion Maréchal Le Pen, elle a déjà une campagne qui est prête, en bonne et due forme, elle en parlait encore ce matin, elle est sur le terrain quasiment tous les jours dans la semaine. Vous prenez du retard? Vous avez raison, non, je prends pas non, je crois pas que je prenne du retard. Je pense que les habitants de Picardie et de Nord-Pas-de-Calais me connaissent très bien. Vous savez que je suis député européen déjà de cette circonscription, bon, avec la Normandie, mais enfin elle n'est pas concernée par les régionales. Je suis conseillère régionale, présidente de groupe, ce qui n'est pas le cas de Marion aujourd'hui. Elle passera directement à présidente de Donc région, vous voulez dire que je le souhaite. Vous avez franchi les étapes les unes après les autres et que la présidence de région du coup, s'appuie sur ce terrain-là. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on nous connaît bien, les habitants nous connaissent bien, ils connaissent déjà bien le projet qui est le nôtre. Et donc, je pense que personne n'est véritablement parti en campagne totalement aujourd'hui. Chacun est en train de mettre en place les équipes. À mon avis, la campagne démarrera véritablement au mois de septembre. Donc vous n'aurez plus qu'à dire go, mais enfin ça y est, vous êtes prête, quoi. Je ne vous dis pas ça, je dis que la campagne est prête du Front National et par conséquent, quelle que soit encore une fois ma décision, quand on vous entend, en tout cas, quelle que soit ma décision, nous sommes en situation, en état de marche. Nous sommes prêts à cette grande bataille très importante que sont les régionales. Concrètement, ça ressemblera à quoi une région FN? Ça change quoi pour les habitants? Eh bien, ça ressemblera à une grande municipalité, en quelque sorte. Mais ce sera quoi la différence? Quelle est votre marge de manœuvre? Regardez la différence qu'il y a. C'est quoi la force d'une région FN par rapport à une région PS ou UMP? C'est ce que nous avons fait pour les municipales. C'est des grandes lignes politiques qui commencent par le respect de l'argent public. Car il y a dans les régions des gabegies qui sont aujourd'hui insupportables aux Français. Vous voyez ce qui s'est passé avec M. Valls, cette indolence, cette désinvolture avec laquelle il utilise l'argent public. C'est ça que les Français n'ont pas supporté. Comment vous jugez sa semaine à Manuel Valls? Est-ce que vous estimez, comme le titre du JDD, que ça y est, à partir du moment où il a avoué, il est globalement pardonné? Non, permettez-moi, je ne crois pas du tout, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, Manuel Valls a dit quelque chose d'encore plus terrible en cherchant à se sortir de cette situation que ce qu'il avait fait. Il a dit « j'ai fait une erreur de communication ». Voilà. Or, il a donc considéré que l'acte lui-même n'était pas répréhensible, que le fait d'aller regarder un match de foot avec les moyens de la République, le fait de mentir en disant qu'on avait une réunion très importante qui ne pouvait pas attendre 2 jours avec M. Platini. Pour vous, il a menti, hein? Bon, bien sûr, je crois que chacun l'a compris. Bon. Eh bien, tout cela n'était pas en réalité une faute. La faute, c'était s'être fait prendre.
Et ça, je crois que c'est encore plus dévastateur que la faute elle-même. Aujourd'hui, il dit « j'ai fait une bourde ». Une erreur. Il a reconnu, là, pour le coup, le fait était une erreur. Bon, chaque jour amène son lot, quoi. Donc vous vous dites, c'est jamais fini, quoi. Oui, voilà, ce qui prouve qu'il n'y a pas quand même beaucoup de sincérité derrière ça. On peut commettre des erreurs, hein. On peut commettre des erreurs, mais on les admet, on dit, voilà, là, effectivement... mais qu'est-ce qui est pire entre... Mais là, l'erreur de com, j'avoue que moi, j'ai trouvé ça encore pire. Qu'est-ce qui est pire entre faire un voyage, effectivement, en jet de la République ou, par exemple, planquer 2 millions en Suisse pour ne pas payer d'impôts en France, comme est soupçonné votre père dans une enquête menée par Bercy? Comme vous le dites, vous avez utilisé la bonne formule. Pour l'instant, il s'agit de soupçons médiatiques. Moi, je ne connais pas médiatique, rien. judiciaire en l'occurrence. C'est une enquête qui est ouverte l'ouverture par d'une Bercy, enquête. hein. Non, mais d'accord, mais l'ouverture d'une enquête reste l'ouverture d'une enquête. Si vous voulez, moi, je n'ai aucun c'est élément. pas juste une enquête médiatique. Je n'ai aucun élément là-dessus. Mais quelle que soit la réalité de cette situation, c'est de toute façon pas l'argent de la République. Mais si c'est réel... Ça n'est pas l'argent des donc Français. Donc c'est moins pire. Si jamais c'est réel, c'est moins pire. Non, mais écoutez, parce que c'est quand même de l'argent qui, du coup, ne rentre pas dans les caisses de l'État, puisqu'on ne paye pas les impôts. Je comprends que vous fassiez ce parallèle. Non, mais M. Valls, il est... C'est moins grave parce que ce n'est pas l'argent de la République. Ce que je vous dis, c'est que M. Valls, il est Premier ministre. Premier ministre. Voilà. Encore une fois, ça démontre, ces comportements, que il n'a pas conscience de la souffrance des Français. Mais ce n'est pas tout à fait quand même les mêmes proportions. Je vous demande pardon, Marine Le Pen. Vous dites... mais madame, vous mélangez. Non, mais excusez-moi. Si jamais c'est avéré, permettez-moi. C'est de l'argent privé. Non, mais madame, je crois... Madame, je crois que vous cherchez à mélanger tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous pousse comme ça, vouloir à tout prix essayer de trouver des excuses à M. Valls. Mais en l'occurrence, vous savez qu'un acte qui est commis et qui est répréhensible ne pardonne pas un acte qui est commis et qui peut être répréhensible. Bon. Donc ce parallélisme n'a aucun sens. Voilà, si vous me demandez ce que je pense de M. Valls, qui est Premier ministre, je vous le dis. Vous l'avez dit. Maintenant, je le répète, comme je l'ai déjà dit, nous avons beaucoup d'autres choses à reprocher à M. Valls. Ça démontre juste un trait de personnalité, comme la manière dont il a traité Marion Maréchal Le Pen à l'Assemblée, démontrait une absence, extrêmement tendu, une absence comment dire, une perte de sang-froid et une violence que peut-être on n'imaginait pas chez Manuel Valls. On l'apercevait un peu, mais là, elle a éclaté au grand jour. Le sectarisme de M. Valls. La violence, on le l'a entendu caractère quand même de donneur de leçons de morale en toutes circonstances. Hein. Il est celui qui accorde les bons points et les mauvais points. Bon, il est sûr que tout ça rentre un petit peu en contradiction avec ce qu'on a vu la semaine dernière. Des mots violents, on en a entendu notamment dans la bouche de votre père, Jean-Marie Le Pen. Il n'est pas Premier ministre. Il était donc président jusqu'à présent, président d'honneur quand même du Front National. Excusez-moi, merci de m'accorder beaucoup d'importance au Front National, mais je ne pense pas que l'on puisse comparer le fait d'être Premier ministre de la France et le fait d'être président d'honneur du Front National. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'il y a le bureau politique, dont vous êtes évidemment membre, bien sûr, qui propose le renouvellement des statuts et en particulier supprimer la présidence d'honneur du Front National, qui est aujourd'hui occupée par Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous allez voter cette suppression ? Ah oui, bien entendu, c'est moi qui ai convoqué l'Assemblée générale. Parce que Marion Maréchal Le Pen, ce matin, a semblé hésiter et a dit en tout cas qu'elle ne voulait pas dire publiquement si elle voterait ou non. Elle fait ce qu'elle veut, le vote est pour vous, secret. En tout cas, c'est clair. Le vote est anonyme pour les adhérents. J'ai souhaité, moi, réunir une Assemblée générale extraordinaire parce que je veux me tourner vers les adhérents. Quand il y a une difficulté dans le Front National, je veux me tourner vers les adhérents. Je pense, c'est ça que je veux pour la France et c'est ça que je veux aussi pour le Front National. Et c'est eux qui choisiront. Mais au-delà de la suppression de cette présidence d'honneur, il y a toute une série de modifications dans les statuts qui ont été intégralement refondées par l'ensemble du bureau politique, puisque le bureau politique a voté C'est un peu la mode ces en ce moment. statuts On a l'impression que tous les partis... à l'unanimité. Et il y a de la démocratisation interne, il y a de la modernisation des structures, il y a beaucoup de choses dans ces statuts qui vont permettre de faire du Front National un formidable outil pour les échéances qui vont venir, les échéances régionales et les échéances... Et l'échéance, bien sûr, présidentielle. Au-delà de lui retirer son titre, est-ce que vous avez envisagé d'exclure purement et simplement Jean-Marie Le Pen du Front National ? Si nous l'avions envisagé et si nous l'avions décidé, nous l'aurions fait, madame. Nous ne l'avons pas fait, nous l'avons suspendu. Voilà. Vous aviez imaginé que ça serait aussi violent ? Oui, assez facilement. Oui, je connais quand même le caractère de mon père et oui, je pense que lorsqu'il est ainsi
confronté à une difficulté, il a tendance à être extrêmement violent et parfois même, en tout cas je l'espère, à dire des choses qui dépassent sa pensée. Lorsque Jean-Marie Le Pen dit qu'il ne souhaite pas ma victoire à l'élection présidentielle, vous comprenez bien que les adhérents du Front National ne comprennent absolument pas ce type de propos. Ça vous a blessé personnellement, ces épisodes ? Non, mais ce que je ressens personnellement me regarde. Je crois. Moi, je déteste venir larmoyer sur les plateaux de télévision, sur les fractures personnelles qu'on peut vivre. Je suis à la tête d'un mouvement politique. Si je ne suis pas capable de gérer cela, alors je n'ai pas ma place à la tête du Front National. Et je n'ai pas ma place comme candidate à la présidentielle, c'est-à-dire potentiellement comme présidente de la République française. Donc, moi, j'ai pensé à l'intérêt supérieur du Front National parce que je pense que quand le Front National va mal, c'est la France qui va mal. Et je n'autorise personne à atteindre le Front National, à l'affaiblir, à entraver son avancée, parce qu'il en va de l'intérêt supérieur du pays. Est-ce que vous êtes heureuse, Marine Le Pen ? Oui, ça va, merci. Et le fait justement d'être quand même dans ce combat à la fois politique et personnel, est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites « j'en ai ras-le-bol, j'arrête » ? J'arrête, non. Heureusement d'ailleurs. Non, car encore une fois, je ne me bats pas pour moi. Je ne me bats pas pour mon confort personnel. Permettez-moi de vous dire que si je me battais pour mon confort personnel, j'aurais fait autre chose que présidente du Front National. Je me bats pour une mission supérieure à moi-même, supérieure d'ailleurs à nous tous, qui est la survie du pays, car je crois qu'il en va de la survie du pays, la défense de sa prospérité, de son identité, de sa sécurité, et le bonheur des Français. Car au bout de tout cela, il y a le bonheur des Français. Le fait que dans votre parti, il y ait quand même un père, une fille, une nièce, qui est également votre compagnon, votre beau-frère qui a longtemps été en charge de la question des élections, est-ce que c'est pas en soi ce qui de toute façon apporte soit des conflits d'intérêts, soit des conflits tout court ? Non, pas du tout. Est-ce que vous ne prenez pas ce risque ? En tout cas, c'est ce qui vous passionne. Car qu'est-ce que j'ai vu comme article sur ce de sujet ? De fait, pas seulement nous, passionne. puisque y compris aux États-Unis, où on vous a traité de Dallas et de véritable dynastie. Aux États-Unis, ils connaissent bien, vous me direz, entre les Bush et les Clinton. Mais de fait, vous êtes qu'on puisse dire, c'est que la politique est aussi vous êtes un peu à l'américaine, quelque chose qui est partagé par différents membres de la famille. Moi, ce qui est sûr, c'est que je n'interdirai pas à quelqu'un de faire de la politique au motif qu'il est de ma famille. Ça n'aurait absolument aucun sens. Nous avons des convictions, nous partageons la même passion, nous pouvons nous opposer, mais je vous rappelle qu'on peut s'opposer sans être de la même famille. Rappelez-vous l'affaire Maigret. Bon, Maigret n'appartenait pas à la famille de Jean-Marie Le Pen, et pourtant, la crise était bien plus grave que celle que nous vivons aujourd'hui. Car, Madame de Malherbe, permettez-moi... politique, Marine Le Pen. Non, mais ils feront ce qu'ils veulent, vous voyez. Mais vous ne les découragez pas de Mais je ne les décourage, ni je ne les encourage. Ils savent très bien ce que c'est, puisqu'ils vivent avec la politique toute la journée. Donc, ils choisiront en toute connaissance de cause. Ce que je voulais vous dire, c'est que le Front National a vécu des crises bien plus graves que celle-là. Aujourd'hui, ça n'est pas une crise au sein du Front National. Il n'y a pas d'un côté une partie du Front National et de l'autre côté une autre partie. Il y a le Front National, avec sa présidente, son bureau politique, et il y a une personnalité, qui est le président d'honneur du Front National, avec lequel il y a un désaccord grave. Donc nous ne sommes pas du tout dans une crise interne au Front National, nous sommes dans le règlement que Jean-Marie Le Pen a voulu dans la brutalité, et je le regrette, mais le règlement d'un désaccord important avec celui qui a aujourd'hui la fonction de président d'honneur et dont je souhaite que cette fonction soit supprimée parce que clairement elle était utilisée pour nuire à la volonté des adhérents du Front National. On reviendra à 19h sur justement les propos qu'a tenus votre père vendredi au tribunal, mais on accueille tout de suite Emmanuel Le Chypre pour Question d'écho. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Apolline, bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Je voudrais revenir sur les annonces faites par Manuel Valls cette semaine pour les entreprises. 18 mesures, vous accordez une place importante dans vos programmes aux PME notamment. Et là, quand on regarde quand même ce gouvernement, enfin, j'allais même dire depuis 2012, entre le pacte de responsabilité, les 40 milliards de baisse de charges du CICE, l'amortissement accéléré pour l'investissement, on se dit mais il n'y a pas un président de la République qui a plus fait pour les PME que François Hollande finalement. Oui, enfin la réalité c'est que la plupart de ce que vous avez dit n'a absolument pas bénéficié aux TPE ou aux PME. Pourquoi il fait ces annonces, Manuel Valls ? Parce qu'il vient enfin de comprendre que c'était les très petites entreprises et les petites PME qui créent de l'emploi.
C'est ça la réalité. Ce ne sont pas les grandes multinationales auxquelles ils ont fait des cadeaux pendant des années, suivant ainsi d'ailleurs la jurisprudence de Nicolas Sarkozy. Ils se rendent bien compte que le gigantesque pourvoyeur d'emplois, le créateur d'emplois dans notre pays, c'est la TPE et la PME. Et bien justement, là, vous avez des mesures pour aider à la première embauche, par exemple. C'est bien. Ce qui aurait été bien aussi, voyez-vous, à mon sens, c'est d'agir. Mais tout ce qui va dans le sens d'améliorer la situation des TPE et des PME va dans le bon sens. Quoi qu'il y a sur la représentation syndicale des choses contre lesquelles je suis absolument farouchement, parce que précisément... On améliore un tout petit peu quand même la situation d'un côté et on l'aggrave de l'autre. Mais ça, c'est une maladie socialiste. Mais il y avait une chose sur laquelle il fallait agir tout de suite. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait? C'est sur la fiscalité. Pourquoi ne pas avoir mis ce que nous préconisions au Front National et ce qu'avait promis François Hollande, c'est-à-dire la progressivité, une plus grande progressivité de l'impôt sur les sociétés pour permettre aux TPE de payer moins d'impôts et de enfin faire payer les grandes entreprises dont nous savons pertinemment que grâce à l'optimisation fiscale, à des hordes d'avocats, d'experts comptables, de fiscalistes, elles payent en réalité en pourcentage beaucoup moins d'impôts que les TPE et les PME. Est-ce que, par exemple, le plafonnement des indemnités pour les prud'hommes, c'est quelque chose qui vous paraît important? Vous, les patrons que vous voyez, ils vous disent qu'ils ont peur d'embaucher à cause de cette incertitude qu'il y avait? Il y a une incertitude en toutes circonstances pour les entreprises, pour les particuliers aussi d'ailleurs. Et ça, c'est, je crois, un frein considérable à l'investissement en économie. Il faut qu'on puisse savoir ce qu'il en est. Or, entre les lois qui changent en permanence, les dispositifs qui changent en permanence, si vous n'avez pas un avocat à plein temps, en réalité, vous ne bénéficiez d'aucun des avantages qui sont mis en œuvre pour les TPE et les PME. Donc, il faut évidemment que l'entreprise puisse connaître à l'avance quel est le risque de charge qui pèse sur elle. Parce que il n'y a plus de chemin, si vous voulez, pour les entrepreneurs aujourd'hui. Ils ont le sentiment que leur vie tient à un fil et que... avec un changement de fiscalité, un changement de loi, un changement de seuil, eh bien, leur entreprise va s'effondrer. Il y a autre chose qui me pose un vrai problème, c'est que rien n'est fait pour le financement, pour aider à la trésorerie des TPE-PME. Or, bien souvent, vous le savez, les très petites entreprises meurent d'une absence de trésorerie, pas d'une absence de commandes. Ils ont un carnet de commandes, mais parfois, il leur manque 10 000 euros. 15 000 euros pour passer une étape et les banques refusent de prêter. Les banques ne prêtent pas, elles ne font pas leur boulot. Et ça, c'est honteux. Et ne me dites pas que le gouvernement, qui est venu à plusieurs reprises au soutien des banques, ne peut pas exiger ou inciter par des mesures fiscales. Il sait faire ça très bien. Les banques à prêter aux petites entreprises. Quand on parle de difficultés des PME, il y a un autre phénomène qui est en train de menacer des pans entiers de l'économie, c'est ce qu'on appelle l'ubérisation de l'économie. C'est-à-dire, en gros, ces grandes plateformes qui permettent finalement de contourner les entreprises. Alors, on l'a vu avec Uber pour les taxis, on le voit avec Airbnb pour l'hôtellerie, etc. Il y a des pans entiers de l'économie qui sont déstabilisés par ça. On l'a vu cette semaine avec les chauffeurs de taxi encore. Quelle réponse vous apportez à cette problématique? Qu'est-ce que, en matière de code du travail, on voit bien qu'on est perdu, il y a des maires des préfets qui autorisent, d'autres qui n'autorisent pas. Quelle est votre réponse, vous, à cette rupture économique majeure? Il y a surtout un constat, c'est que c'est le système D, quoi. Je ne suis pas sûr que ce soit la démonstration d'une société en progrès. C'est-à-dire c'est le système D. Alors on se déclare chauffeur de taxi, et puis demain on se déclare nounou. Voyez bien que moi je suis contre l'excès de bureaucratie, je trouve qu'elle étouffe nos entreprises. Je suis contre l'excès de réglementation stupide et idiote qui s'accumule. Un coup, c'est à cause du gouvernement, un coup, c'est à cause de l'Union européenne. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas être injuste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à certains de plier sous les normes, les réglementations, la fiscalité et autoriser d'autres qui font la même activité à n'avoir ni normes, ni règles, ni fiscalité égale. Donc qu'est-ce qu'on fait, par exemple? C'est vrai pour ça, pour les chauffeurs de taxi. C'est vrai aussi, je vous signale, pour les producteurs de fruits et légumes, qui sont mis en concurrence, par exemple, avec des producteurs de l'Union européenne, qui ne sont pas soumis aux mêmes normes, aux mêmes règles, et qui, évidemment... On fait quoi, Marine Le Pen? On interdit à Uber de faire son espèce de commerce
commerce parallèle ou alors est-ce que... On fait au cas par cas. On réunit... Moi, voilà pour les taxis. L'Italie s'est retrouvée confrontée à cette difficulté. L'Italie a réglé la situation totalement différemment de la manière pour laquelle il est abordé en France. Ils ont dit, bon, bah écoutez, puisque vous avez une concurrence, on comprend tout à fait que cette situation soit profondément injuste, eh bien, on vous accorde 2 licences au lieu d'une. C'est-à-dire qu'avec une licence de taxi, ils les achètent, je crois, 250 000 euros, 250 000 euros. C'est considérable. C'est un investissement fou. Eh bien, au lieu d'avoir un seul véhicule, vous avez 2 véhicules avec cette licence avec lesquels vous pouvez travailler. Ça me paraît être des moyens... Ça pourrait être une solution que vous proposeriez en France ? Et puis, il faut quand même imposer un certain nombre de règles, car... Les règles servent à quoi? Pourquoi est-ce qu'on a imposé des règles au fur et à mesure des siècles, au fur et à mesure des décennies? C'est quand même pour protéger les consommateurs. Mais là, vous voyez bien qu'on est devant un déferlement technologique qui change tout. Il va bien falloir que les partis politiques... Non, mais il y a des réponses adaptées à tout ça aussi. Non, mais d'accord, ça reste quand même une voiture avec 4 roues qui roule avec quelqu'un Oui, sauf que demain, c'est les qui est salons de derrière. coiffure qui vont disparaître parce que vous aurez une plateforme qui vous mettra directement en connexion avec Non, mais d'accord, un on pourra pas coiffeur se faire coiffer, particulier. Voilà. on pourra pas se faire coiffer sur Internet. Bon, il y a Non, mais quand vous même une irez réalité rencontrer du directement service. une coiffeuse chez elle. Il y a quand même une réalité, il y a quand même une réalité du service. Et je pense que l'État doit accompagner, mais il ne doit pas spolier. C'est-à-dire qu'il ne doit pas, encore une fois, dire à des gens, ah bah tant pis, on vous a imposé des tas de règles, on vous a fait financer votre outil de travail, bah maintenant c'est trop tard, tant pis, cet argent est perdu. Ça, c'est inadmissible, ça, c'est insupportable. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas terminé mes phrases, que les Français prennent conscience quand même que toutes les règles ne sont pas bonnes à acheter. Et que si les règles ont été mises en œuvre, c'est aussi parce qu'il y avait une protection du consommateur, une protection des Françaises et des Français, parce que demain, il y aura quoi? Des médecins qui, en fait, ne seront pas vraiment des médecins, des médicaments, déjà c'est le cas, qui ne sont pas vraiment des médicaments. Et tout cela, ça nous met en danger. Donc, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain et préservons quand même, au moins, les réglementations, les diplômes, tout ce qui a fait aujourd'hui que nous sommes dans une société sûre. C'est-à-dire qu'on peut aller chez des professionnels en ayant la certitude de ne pas être victime du service qui vous est rendu. Une dernière question sur les questions économiques. Vous l'avez vu dimanche dernier, Arnaud Montebourg et M. Pigasse qui ont fait cette tribune dans le journal du dimanche où ils disaient de dire non à Bruxelles, non à l'austérité. Concrètement, c'est vos idées. Est-ce que vous auriez pu le signer, ce texte ? C'est lui qui vient dire la même chose que le Front National. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'il nous a combattus autant pendant des années? En fait, il dit la même chose que vous. Pour vous, il dit exactement la même chose que nous. Donc, ce texte, il aurait pu être le vôtre. Pourquoi nous avoir combattus? Bon, non, il y a des choses de mémoire. Quand je l'ai lu, j'en ai pas le souvenir. D'ailleurs, ce n'est pas non plus une tribune qui m'a absolument marqué. Mais il y avait des choses avec lesquelles j'étais marqué. Mais il y a des choses qui étaient tout à fait dans la même esprit de Bruxelles, de cette espèce de prison épouvantable. Mais que n'a-t-il pas dit cela avant? Alors qu'est-ce qu'il cherchait? Un poste ministériel? Pourquoi n'a-t-il pas dit le fond de sa conviction? Ou a-t-il changé de conviction? Et en ce cas, permettez-moi, mais je n'irai pas voir ce médecin parce que je trouve qu'il a mis énormément de temps à faire le diagnostic. Ce médecin, c'est Arnaud Montebourg qui fait visiblement le même diagnostic que vous, d'après vous. Merci Emmanuel Le Chip. Dans un instant, c'est Jérôme Begley pour Le Point qui nous rejoint. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile.